de voir, hein, est-ce qu'ils vont être aussi des clés pour une victoire de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, moi, si je devais donner un pronostic, ou en tout cas ce que j'aimerais bien voir. Alors évidemment, on espère que l'Olympique Lyonnais va s'imposer, mais si je devais être un peu plus réaliste, j'irais peut-être sur un match nul. Un match nul, il peut avoir pas mal de buts quand même entre ces deux équipes, mais j'irais plutôt sur un but partout entre les deux équipes avec un but de Fenerbahçe. Non, plutôt un but de Lyon et une égalisation de Fenerbahçe sur ce match. Allez, voilà, hein, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Les voilà les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en live pour l'actu football du jour. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit hier, pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Fenerbahçe. Vous avez les pronos hier matin directement, hein, même pas besoin de regarder le live. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien en ce mercredi 19 août 2026, que vous avez passé un bon match hier soir, une bonne soirée, même une bonne journée, hein. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts une nouvelle fois pour ce nouveau live où on va parler de l'actu football. Évidemment, si vous avez besoin d'autres pronos, faites-moi signe dans le chat, je répondrai à tout le monde. Mais en tout cas, hier, on s'est pas trompé, j'en suis pas peu fier quand même. Aujourd'hui, les amis, dans l'actu football, ben, on va revenir évidemment sur ce magnifique prono et sur ce match entre le Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais qui avait lieu hier soir pour les qualifications à la Ligue des Champions. On avait deux autres petits matchs aussi, hein, on va pas forcément revenir dessus, mais va rentrer en détail sur ce match de l'Olympique Lyonnais. On va aussi parler des matchs de ce soir, hein. La Liga a repris ce week-end. On attendait encore les trois gros mastodontes de cette Liga, en la présence de l'Atlético Madrid, le Real et le Barça. Et ben, c'est chose faite. Ce soir, l'Atlético est de retour pour cette nouvelle saison de Liga. La Liga, j'ai pas forcément sélectionné d'articles dessus, mais vous l'avez vu hier évidemment. Ça y est, c'est officiel. Rodri est désormais un joueur du FC Barcelone, hein. Le maillot devrait arriver bientôt dans le placard, ne vous inquiétez pas, les amis. Donc voilà pour l'actu de la Liga. On va parler de ce match entre l'Atlético et Malaga. Julian Alvarez devrait rester du côté de l'Atlético. On va revenir sur tout ça. Donc, au sommaire, les amis, au sommaire, oui, donc Lyon-Fenerbahçe, on va revenir sur les mots de Luis Penda, sur son match aussi, hein, on va parler du match au global, hein, ne vous inquiétez pas. L'Atlético Madrid contre Malaga, ça aura lieu ce soir. Donc voilà, un petit article aussi sur l'Atlético et Julian Alvarez, tout ça, tout ce qui va se passer, Diego Simeone. On va faire un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé cet été pour l'Atlético. On va essayer de faire une revue d'effectifs aussi. Après, on ira sur l'actu, on va dire internationale, hein, avec Manchester City, avec la blessure de Jérémy Doku avant la reprise de la Première Ligue, hein. Lui qui s'est blessé contre Arsenal lors du Community Shield, qui était sorti à la mi-temps, donc on reviendra, on va voir exactement ce qu'a Jérémy Doku. Au niveau des transferts, on va parler de la jeune pépite de Porto, Rodrigo Moura, qui devrait rejoindre la Roma pour 25 millions d'euros. Joueur dont on a entendu parler la saison dernière, qui faisait partie des trophées pour le Raymond Kopa. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément suivi sa saison. J'ai rapidement, hein, quand même, hein, vu que le nom a circulé, j'ai vu deux trois matchs de Porto. Et voilà, pour 25 millions du côté de l'AS Roma, c'est plutôt pas mal. La Roma, hein, qui investit beaucoup sur les jeunes, entre Robin Novas l'hiver dernier. Bon, on a vu l'arrivée de Nahuel Molina du côté de la Roma aussi. Donc il va avoir une belle petite équipe, hein. Peut-être là aussi on ira sur la composition de l'effectif de la Roma. On va aller sur notre actu Ligue 1, évidemment, l'actu nationale. On parlait de Martinez Akilouche en début de semaine, donc c'était lundi. Euh, on va parler le nouveau monde de Martinez Akilouche au PSG, un jeu différent, de nouvelles exigences et un contexte particulier. Nous, on disait que c'était plutôt positif, hein, cette arrivée de Martinez Akilouche pour le Paris Saint-Germain, pour lui. Donc on va voir ce qu'il en est, est-ce qu'il y a d'autres analyses qui peuvent être faites, hein, concernant les deux premiers matchs du jeune talent français, Martinez Akliouche. De quoi on va parler aussi? Oui, le dossier d'Ayan Metali avec le TFC et Sunderland, ça commence à prendre du plomb dans l'aile, hein. Le transfert est momentanément suspendu après un souci détecté lors de la visite médicale. Alors de ce que j'ai vu rapidement, je crois que c'est un problème au dos.
Donc voilà, on va en parler, hein, lui qui pourrait partir du TFC pour 33 ou 35 millions d'euros. Au début, c'était le salaire, après c'est la visite médicale. Est-ce que Sunderland va perdre patience avec Dayan Metali? Sur le LOSC aussi, le LOSC, alors on sait la signature d'un nouveau joueur, d'un ancien joueur même, mais pas forcément pour jouer sur les terrains, mais en tant que manager sportif et talent manager de l'académie. Donc Rio Mavuba qui a quitté les Girondins de Bordeaux avec tout le bordel qui est à Bordeaux, hein, qui a essayé d'aider son club, son ancien club le plus possible, bah, il va retrouver un de ses anciens clubs, donc Rio Mavuba de retour du côté du LOSC, hein, il s'est officiellement engagé. Il a posé la petite photo avec le président Olivier Létang. Donc voilà, pour l'actu du LOSC. Ciblé par l'OM aussi, Memphis Depay prolonge à Corinthians. Lui qui avait été, son contrat avait été coupé, il était assez déçu de partir du Corinthians. Au final, il va bien re-signer jusqu'en 2028. Alors je sais il a été ciblé, hein, par pas mal de clubs, même des clubs en Ligue 1. Donc là, on parle de l'OM. Je sais que l'hiver dernier, Nice était un peu en discussion avant qu'il rejoignent le club brésilien. Donc voilà, Memphis Depay finalement va bien rester du côté du Corinthians au Brésil. Un champion du monde français devient le nouveau sélectionneur du Sénégal. Là, on va parler de Patrick Vieira. Ça y est, le Sénégal a son nouveau sélectionneur après le départ de Papio et l'échec à la Coupe du Monde. Et ben, c'est Patrick Vieira. Alors, voilà, Patrick Vieira en tant que coach, hein, pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas convaincu totalement. Mais voilà, ça y est, il est désormais le sélectionneur de cette équipe du Sénégal. On va voir, hein, de toute façon, maintenant qu'il est en poste, on n'a plus qu'à voir. Mais ça reste quand même une légende du football français. Et donc, on va voir quel va être son parcours avec les Lions de la Teranga, donc Patrick Vieira, nouveau sélectionneur du Sénégal. On va voir un peu les dessous de cette arrivée aussi. Ça faisait un moment qu'on en a parlé, on en a discuté, hein, sur certains lives. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais en tout cas, on en a parlé. Et après, pour l'exclusivité du live Twitch, hein, sur la dernière demi-heure, on va revenir alors sur un tout autre sujet, hein. Vous voyez, le live aujourd'hui, on fait un peu tous les sujets, mais voilà, j'ai trouvé ce podcast, un Calcio EPP que j'écoute de temps en temps, j'avoue, sur la Serie A, hein, principalement. Et là, du coup, le sujet, c'était est-ce que Massimiliano Allegri est-il un entraîneur dépassé? Après son retour à l'AC Milan, au final, il n'aurait fait qu'une saison, Massimiliano Allegri, et ben, il est le nouvel entraîneur du Napoli. Alors, on sait qu'en Serie A, ils aiment bien faire beaucoup d'échanges entre les coachs, hein. On sait souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs qui partent lors de l'intersaison, hein, une quinzaine de coachs sur les 20 clubs en Serie A. Donc voilà, Massimiliano Allegri, on s'inquiète pas, il va toujours trouver du taf en Italie quoi qu'il arrive. Il était de retour du côté du Milan. Là, il va aller du côté de Naples. Une fois qu'il sera plus à Naples, il retournera à la Juventus de Turin. On connaît, ou sinon il finira à la Lazio. Donc voilà pour ce petit podcast, un Calcio EPP, qui parle de Massimiliano Allegri. Est-il un entraîneur dépassé? On va se poser la question. Pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on avait fait une vidéo avant le début de la saison de Serie A en mode est-ce que la Serie A c'est nul? Moi j'étais hypé par cette saison de Serie A, au final j'étais quand même déçu. Donc voilà, il y a toujours d'irrésistible, je vais pas dire parce que je le maîtrise pas, mais d'irréductibles, voilà, suiveurs de cette Serie A, hein, qui ont adoré le football italien pendant les années 2000, j'imagine, ou même précédemment. C'est vrai que là, depuis quelques années, hein, pour les jeunes suiveurs de foot, la Serie A ne fait pas triper grand monde quand même. Donc voilà. Voilà pour cette actu football. Je le rappelle aussi, les amis, hier, on était présent du côté du centre de formation de l'OGC Nice. On a fait une petite interview, hein, une espèce de table ronde avec la nouvelle recrue de l'OGC Nice, Nathan Ngoumou, qui vient du Borussia Mönchengladbach, formé du côté de Toulouse. Alors, c'est en gestation sur le PC, hein, on a démarré le montage, tout ça. Ça devrait sortir cet après-midi ou plutôt courant dans la nuit de mercredi à jeudi, ou en tout cas jeudi matin, ça pourrait être présent sur la chaîne YouTube. Évidemment, on fera des petits clips. Nathan Ngoumou, cet après-midi, les amis, on retourne du côté du centre de formation de l'OGC Nice pour une nouvelle recrue. Alors, sans manquer de respect à Nathan Ngoumou, un standing au-dessus, entre guillemets, parce que c'est Axel Witsel, pardon,
qui rejoint les Niçois, hein, l'international aux 140 sélections avec la Belgique, hein, qui a participé à de nombreuses Coupes du Monde, qui a joué avec les plus grands talents belges, hein, qui fait partie de cette fameuse génération dorée. Donc il arrive du côté de l'OGC Nice, ça y est, c'est signé, et donc il y aura sa présentation dès cet après-midi, pareil, une nouvelle fois sous forme d'interview. Vous pourrez voir les premiers mots d'Axel Witsel, désolé, d'Axel Witsel en tant que joueur niçois. Il y a aussi des discussions, comme ça je vous fais l'actu niçoise rapidement. Donc Nathan Ngoumou, Axel Witsel. L'OGC Nice est toujours en discussion, ça se rapproche petit à petit pour un retour de Eli Wahi avec l'OGC Nice. Alors les calculs financiers, ils sont toujours en cours, je pense, pour l'OGC Nice par rapport à Eli Wahi, parce qu'il arrivait pour une sacrée somme du côté de Francfort, il avait un sacré salaire du côté de Francfort. La saison dernière, Nice a réussi à le couper en deux et à le faire venir pour 6 mois. Mais c'est vrai que on voit beaucoup Eli Wahi liker les posts de l'OGC Nice, donc il aurait une vraie envie de revenir du côté des Rouges et Noirs, des Aiglons. Donc pour l'instant c'est toujours en discussion, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais voilà, en tout cas soyez à l'affût s'il y a une signature de Eli Wahi dans les semaines à venir du côté de l'OGC Nice. En tout cas, nous en tant que supporters, on le souhaite. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Aussi, pour les réseaux sociaux, vous aurez la petite conférence de presse avant la première journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le FC Lorient, hein, qui aura lieu à huis clos à l'Allianz Riviera, malheureusement. Donc, vous aurez les mots de Olivier Pantaloni, et je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est Jonathan Klaus qui devrait apparaître en conférence de presse. Donc voilà, vous aurez la première conférence de presse de l'OGC Nice directement sur les réseaux sociaux d'Atric. Donc interview de Nathan Ngoumou, interview de Axel Witsel, conférence de presse d'Olivier Pantaloni et de Jonathan Klaus. Donc voilà, l'actu niçoise est chargée cette semaine et ça sera disponible sur tous les médias de Atric. On essaiera de faire une revue sur les lives, on va diffuser ça sur la chaîne YouTube et évidemment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est bon pour le sommaire de cette émission. On va pouvoir démarrer tranquillement. N'hésitez pas, avant tout ça, si vous êtes présent sur le live, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le chat. Hein. Je réponds à tout le monde. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Même si vous souhaitez parler de foot, mais d'autres sujets, on essaie de répondre à tout le monde. Comme ça fait de la discussion, ça fait des échanges avec d'autres personnes, au lieu que je fasse un monologue pendant plus de 2 heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou au moins à follow sur la chaîne YouTube. Hein. Le follow c'est gratuit, l'abonnement ça nous fait encore plus plaisir évidemment. À vous abonner sur la chaîne YouTube aussi, @trickfr. Vous aurez la rediffusion de ce live mais aussi toutes les autres vidéos, les interviews des nouveaux joueurs de l'OGC Nice et bien d'autres choses qui arrivent petit à petit pour cette nouvelle saison. Les réseaux sociaux aussi. Avant de vous donner les réseaux sociaux, les plateformes de podcast, alors là c'est pour la rediffusion YouTube. Enfin, la rediffusion de ce live, donc les plateformes de podcast, Apple Podcast, désormais vous avez la vidéo et si vous le souhaitez, juste le son pour les rediffusions de ces lives. Vous avez Spotify, Deezer et Amazon Music où aussi on est disponible. Je le rappelle une nouvelle fois, @trickfr, HATTRICK et FR. Vous pouvez nous retrouver sur toutes ces plateformes de podcast et évidemment sur les réseaux sociaux, pareil, @trickfr, X, TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat où vous pouvez nous retrouver tous les clips. On a sorti les petits clips sur Marc Nessakilouche et bien d'autres choses aussi. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour faire progresser le média. Voilà, je pense qu'on va démarrer quand même, hein, on va quand même parler de l'actu football. Alors, hier soir, il y avait les qualifications pour la Ligue des Champions. Hein. C'est le dernier match aller-retour avant la phase de Ligue de cette Ligue des Champions 2026-2027, où on aura nos 36 équipes, 36, 34, 36 équipes. Mais il nous manque encore une ou deux équipes pour cette phase de ligue. Donc on avait le Dynamo Zagreb contre l'équipe norvégienne des Vikings pour cette qualification, ce match aller qui s'est fini sur un match nul, 2 buts partout. Alors on le disait hier, hein, Dynamo Zagreb c'est plutôt un club qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, ce club de Vikings qu'on connaît pas du tout, qui a réussi à accrocher cette équipe du Dynamo. Donc voilà, 2 buts partout entre les deux équipes. Lyon-Fenerbahçe, on va rentrer dans les détails évidemment, hein,
sur ce match, mais on avait aussi Levski contre l'AEK Athènes, où le match s'est conclu sur un 0-0. Juste, je vérifie quelque chose concernant cette équipe d'Athènes. Il me semble qu'il y a un ou deux joueurs que l'on connaît dans cette équipe de l'AEK Athènes. Vous voyez, Moukoudi, hein, l'ancien défenseur de, de Saint-Étienne. On a Luka Jovic aussi, l'ancien joueur du Real Madrid. Madjer, l'ancien joueur de Rennes, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Et si je dis pas de bêtises, il y a... Pas du tout. Ah non, c'est du côté du PAOK qui est parti, Tom Louchet, donc voilà, c'est en Grèce, mais... donc voilà. Strakosha aussi, ça me dit quelque chose qui a joué en Europe aussi. Enfin, dans un club européen. Alors attendez, je vais vérifier tout ça, hein. Strakosha, gardien albanais. Ah, qui a joué à Brentford et longtemps du côté de la Lazio. Voilà, c'est plus là où je m'en rappelais. Donc l'AEK Athènes contre Levski. Ça s'est conclu sur un match nul 0-0. Donc 3 matchs nuls hier dans cette enfin dans ces barrages de Ligue des Champions. Le Fenerbahçe contre l'Olympique Lyonnais, ça a été un match nul, un but partout, hein. Comme vous l'avez vu au début de ce live, je vous l'avais annoncé, ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, égalisation de Fenerbahçe, et le match s'est conclu sur un match nul, un but partout. Alors on va rentrer dans les détails évidemment de ce match. Le match avait lieu déjà en Turquie du côté du stade de Çarakoglu à Istanbul, hein, le stade de Fenerbahçe. On va aller déjà sur les compos de ces deux équipes. Donc, on vous avait annoncé les compos, c'était à peu près ça que je vous avais annoncé. Il me semble que je ne me suis pas forcément trompé. Donc du côté de Fenerbahçe, on avait un 4-2-3 avec Ederson dans les cages, Nathanaké, Skriniar en défense centrale, Nelson Semedo à droite. On va revenir, hein, sur le match de Skriniar, là on le voit, c'est le meilleur joueur du match, incroyable. Donc Nelson Semedo à droite et Brown à gauche. Au milieu de terrain, le double pivot, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, qui ont été très peu en vue quand même, hein, qui sont pas mal fait graille par Tyler Morton, Tanner Tessman ou Corentin Tolisso. Et après cette attaque de Fenerbahçe avec Artukoğlu, Mouriki. Donc c'était bien Vedat Mouriki qui était titulaire en pointe plutôt que Talisca. Talisca était plus en retrait sur le terrain. On pouvait s'attendre à Marco Asensio plutôt en numéro 10 et Talisca en pointe. Au final, c'était Vedat Mouriki. On pouvait s'attendre aussi potentiellement à voir Romelu Lukaku débuter, mais ça me paraissait compliqué. Et donc Romelu Lukaku était rentré en cours de match. Et évidemment, Mason Greenwood, hein, pour moi, c'est un peu plus l'homme du match côté Fenerbahçe, parce que au final cette équipe de Fenerbahçe, ils nous ont pas montré forcément grand chose. On les a vus un peu accélérer en deuxième mi-temps, on va revenir dessus, mais c'est vraiment sur un exploit individuel de Mason Greenwood, hein, son magnifique but en début de deuxième, qui sauve leur match. Côté Olympique Lyonnais, on était en 4-2-3-1 aussi par Paulo Fonseca. Paulo Fonseca a décidé d'aligner la même équipe que l'on avait lors du match retour contre le Sparta Prague il y a une semaine, avec Dominique Grève dans les cages, Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, et non Justin Kluivert, hein, dédicace à Stéphane Guy pendant ce match, qui a fait 2-3 boulettes. Bon, voilà, on va lui pardonner, mais Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, hein, pas de Clinton Mata qui est rentré en cours de match aussi. Moi, je pouvais l'attendre plutôt titulaire. À gauche, Abner Vinicius. À droite, Hensley Maitland-Nice. Le double pivot Tanner Tessman et Tyler Morton. Derrière les attaquants, on avait Corentin Tolisso, évidemment, le capitaine de cette équipe de Lyon. Ernest Nuama à droite. Loïs Openda en pointe. Et Malik Fofana à gauche. Donc déjà, si on revient sur les prestations individuelles de certains joueurs, j'ai trouvé Ruben Kluivert très très en difficulté. Tout de même, hein, qui a eu beaucoup d'approximations. Heureusement qu'il arrive à rattraper des fois ses conneries par sa vitesse ou son physique, mais je l'ai trouvé assez dangereux, hein, pour son équipe lyonnaise. Abner Vinicius aussi, il n'a pas fait un grand match, hein, il s'est pas mal fait graille par un joueur comme Mason Greenwood. Et après, l'attaque de cet Olympique Lyonnais. Alors, Loïs Openda, toujours très très intéressant, hein, on sent qu'il est déjà dans le moule Lyon, mais Ernest Nuama et Malik Fofana, bon, très peu en vue sur ce match. Par contre, j'ai beaucoup aimé la prestation du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais entre Tanner Tessman, qui j'ai trouvé, a fait un bon match, même techniquement. Il a été largement meilleur que sur ses dernières prestations contre le Sparta. Tyler Morton, toujours efficace, toujours dans son style, mais très très intéressant. Et Coco Tolisso, voilà, sur le but, hein, c'est vraiment lui qui c'est le but. Il va chercher, je sais pas combien de fois, le ballon. Après, il fait ce petit centre. Il semble que c'est lui, hein, qui fait la passe D pour Loïs Openda. Donc
Voilà, très bon match de Coco Tolisso. Sur, voilà, sur l'Olympique Lyonnais, sur les joueurs que j'ai retenus. Après, ils ont fait tous à peu près un match assez correct. Mais voilà, si on devait retenir, ça serait le milieu de terrain de cet Olympique Lyonnais. Côté Fenerbahçe, alors Milan Skriniar, improbable, hein, là sur les notes de Flashcore, c'est le meilleur joueur de ce match, hein, qui aurait largement dû récolter plusieurs cartons jaunes tout au long du match, qui a été assez, assez dans l'anti-jeu, hein, mais qui a été malin, on va dire, c'est le vice du défenseur, hein, lui qui est capitaine de cette équipe de Fenerbahçe. Donc voilà, on va dire que le vice a plutôt marché, même si ça a été assez horrible de le voir jouer sur le terrain. Et après, voilà, Mason Greenwood, hein, c'est un peu lui qui a été le seul joueur existant dans cette équipe du Fener. Vedat Moriki, pour son gabarit, a mis très peu en difficulté, je trouve, Moussa Niakhaté. Talisca, il n'a pas été très bon. Artur Koglu, euh, voilà, sur je crois que c'est lui qui fait la passe D pour, voilà, ça a bien été compté, donc c'est lui qui fait la passe D sur le but de Greenwood. Sinon, pareil, il n'a pas été très en vue. Nathan Ake aussi en défense centrale, on en a parlé de Milan Skriniar. Je trouve qu'il a pas mal rattrapé aussi les approximations de, de Milan Skriniar. Donc Nathan Ake que j'ai trouvé assez intéressant. Après, Matteo Guendouzi, on l'a pas vu. Comme je disais, ils se sont pas mal fait manger dans ce milieu de terrain face au milieu de l'Olympique Lyonnais. Et N'Golo Kanté, voilà, une première mi-temps assez on va dire discrète pour N'Golo Kanté. En deuxième, il a quand même été un peu plus en vue. Sur la deuxième mi-temps, donc, on a vu Néné Dorgelès rentrer, intéressant, qui met un poteau. Il y a eu un poteau de chaque côté. Alors pour le poteau de l'Olympique Lyonnais, hein, ça a été, je crois que c'est Loïs Openda qui met le poteau. Et après, c'est Dorgelès Néné, hein, qui en met un autre aussi pour cette équipe turque. Marco Asensio qui est rentré, bon, qui n'a pas fait une énorme entrée. Romelu Lukaku, bon, sur une ou deux actions, hein, toujours dos au jeu. Romelu Lukaku a été intéressant, même si on en a pas assez vu. Sur les stats de ce match, voilà, 0,73 d'XG pour l'Olympique Lyonnais, 0,43 pour le Fenerbahçe. Donc offensivement, hein, ça était un peu un match de la muerte, hein. On était seulement le 18 août, mais c'était déjà un match de la muerte. On a l'impression que c'est un match de fin de saison où il y a énormément... Alors il y a énormément d'enjeux, effectivement, sur ce match, hein, avec le Fener qui a énormément investi sur le mercato cet été. Même l'hiver dernier, l'Olympique Lyonnais, voilà, au vu des difficultés financières, ils doivent sortir de ces barrages pour aller récolter le pactole, hein. On parle d'à peu près 25 millions d'euros, mais je crois que ça peut monter, ça peut être le double, hein, pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, 25, 30, 40 millions qui peuvent rentrer dans les poches de l'Olympique Lyonnais, ça peut leur faire que du bien. Donc sur les stats, si on reste, voilà, 52 seulement pour session, bon, pour le Fener. 12 tirs, 5 cadrés pour les Turcs, 12 tirs, 5 cadrés pour l'Olympique Lyonnais. Une grosse occasion de chaque côté, bah, ça doit être les buts. On a 3 corners côté Fener, aucun pour l'Olympique Lyonnais. J'avais même pas fait gaffe au cours du match qu'il y avait eu 0 corner pour cet Olympique Lyonnais. Et voilà, après on a 2 montants touchés, donc un pour le Fener de Néné Dorgelès. Je crois que c'est Maitland Niles, hein, qui la touche de bout du pied pour la décaler sur le poteau. Le but de la tête vient de Luis Openda pour l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qu'il y a à voir aussi lors de ce match? Voilà, 13 fautes quand même, hein, pour les deux équipes, donc c'est plutôt pas mal. Et après, voilà, bon, c'est un match nul qui, on voit dans les stats, hein, qui fait du bien à tout le monde, hein. Autant de possession, autant de tirs cadrés, autant d'arrêts des gardiens aussi, 4 arrêts des gardiens de chaque côté. Voilà pour les stats de ce match. Alors, si on rentre dans les détails de ce match, on a vu le résumé de ce match, une très très bonne équipe de l'Olympique Lyonnais, j'ai trouvé, qui était clairement au-dessus de cette équipe du Fener, en tout cas visuellement. Voilà, qui a été très intéressante, plus en vue, on l'a dit, le milieu de terrain qui était bien meilleur que cette équipe du Fenerbahçe. Pourtant, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Talisca, ça doit faire le travail. Bon, on les a vus, on les a moins vus. Donc voilà, sur cette première mi-temps, Abner Vinicius, par contre, qui n'était pas du tout dans un... Je sais pas si c'était pas le bon tempo, mais qui vraiment, entre Abner Vinicius et Ruben Clover, en fait, l'Olympique Lyonnais peut même mener plus largement lors de ce match, hein, s'il ne se tirait pas forcément de balles dans le pied.
c'est un peu mon ressenti, mais en tout cas, un Olympique Lyonnais bien meilleur que cette équipe de Fenerbahçe et qui est récompensé dès la 40e minute. Donc, avec cette très belle action de Coco Tolisso qui se base sur chaque ballon et qui après vient donner cette passe décisive pour Loïs Openda qui vient marquer de la tête. Donc voilà, Lyon se retrouve à la mi-temps avec un avantage de ce petit but. Aussi, alors on va aller sur le déroulé de ce match, après on parlera de l'arbitrage. En deuxième mi-temps, le Fener revient avec de meilleures intentions et ça se voit dès la 47e minute avec le but de Mason Greenwood, avec cette passe décisive de Artukoğlu. Alors, on lui compte la passe décisive, mais il se le crée vraiment tout seul, hein, ce magnifique but de Mason Greenwood, hein, l'ancien Marseillais qui vient égaliser. On sent pendant une petite partie, jusqu'à peu près, allez, 55e, 60e minute, le Fener qui retrouve un peu de poil de la bête. Mais sinon, ils ne nous ont pas montré grand-chose. On a senti aussi légèrement cette équipe de Lyon un peu plus pêcher, alors peut-être physiquement aussi, qui était un peu dans le dur, qu'on a vu moins en vue, un peu plus reculer aussi. On voit avec les entrées aussi de Néné Dorgeles et Marco Asensio, bon voilà, des apports offensifs du côté du Fener qui pouvaient eux aussi aller marquer ce deuxième but lors de cette deuxième mi-temps. Le parti pris de comment s'appelle Paulo Fonseca, ça a été de maîtriser le match. Je pense qu'il voulait aller chercher ce match nul. Donc on voit l'entrée de Clinton Mata, Kyle Boudache à la place de Ernest Nuama. Et après, on voit Romelu Lukaku qui rentre en fin de match, hein. Sur une ou deux actions, il a fait un peu peur. Et après, l'Olympique Lyonnais, voilà, fin de match, qui décide de verrouiller quand même avec Bidstrup, qui a pas mal d'activités au milieu de terrain à la place de Tyler Morton, hein, qui a fait un très bon match, je le disais, et Ouedraogo à la place de Malik Fofana. Donc, on verrouille et on va chercher ce match nul en Turquie pour cet Olympique Lyonnais. Juste revenir sur l'arbitrage aussi, que j'ai trouvé assez dégueulasse quand même. Alors, on a parlé de Milan Skriniar, hein, qui aurait dû être averti bien plus tôt dans le match. Pas mal d'anti-jeux aussi. Nelson Semedo à un moment un anti-jeu sur je crois que c'est Malik Fofana. Bon, il y a même pas un carton qui est sorti. Il y a un moment choc, même que ce soit contre l'Olympique Lyonnais ou contre le Fener, mais un moment choc à la tête entre Maitland Niles et Brown, si je dis pas de bêtises, ou Ake. Il y a même pas les soigneurs qui rentrent sur le terrain, alors que ça peut être totalement un protocole commotion. Enfin, il y a eu pas mal de choses, je trouve, qui ont été mauvaises de la part de l'arbitre. Donc voilà, dans l'ensemble, l'arbitrage a été assez dégueulasse, je trouve. Peut-être que j'en oublie, il y en avait une qui me trottait encore en tête, mais que j'ai sûrement oublié, mais voilà. Arbitrage assez dégueulasse en espérant que ça ne soit pas la même lors du match retour. L'Olympique Lyonnais, hein, devra s'imposer au Groupama Stadium quand même pour espérer aller lors de cette phase de Ligue. On va revenir, hein, sur le match avec cette petite revue de presse, hein, juste pour citer l'arbitre. C'est monsieur Jablonski qui a été assez mauvais, j'ai trouvé. En tout cas. Et au niveau des commentaires, hein, Stéphane Guy, il n'a pas fait sa meilleure perf aux côtés de Sidney Govou, hein, entre Justin Kluivert, qu'il a cité tout au long du match, au lieu de Ruben Kluivert, et aussi le coup de Maresca, sélectionneur italien de la Turquie. Il n'a pas été très bon pour le coup. Voilà pour ce match. On va aller sur quand même la petite revue de presse. Déjà concernant Loïs Openda qui a fait un très bon match, on a senti, hein, alors il fallait un peu qu'il se remette en forme physiquement sur ses premiers matchs, mais qui est très intéressant, qui est une très bonne pioche pour cet Olympique lyonnais. Donc Loïs Openda salue l'état d'esprit lyonnais, hein, c'est un article de Flashcore, donc LB pour Flashcore. La machine est lancée, unique buteur lyonnais pour ce match aller de barrage de la Ligue des Champions. Loïs Openda a salué l'état d'esprit affiché par les Guns durant la rencontre en après-match. Un bon résultat et de la joie. Au micro de Canal+, l'attaquant belge a également indiqué que le match nul était un bon résultat pour les Lyonnais avant le retour au Groupama Stadium mercredi prochain. Je trouve que c'est un bon résultat. De venir faire un partout ici, on aurait peut-être pu marquer un deuxième but, mais on repart avec un bon résultat. On a fait une bonne prestation, on a montré qu'on était là, on n'a pas eu peur. Maintenant, il y a le match retour à la maison et ce sera différent, a-t-il indiqué. Alors, on va voir son but. Loïs Openda. Dans l'axe, Openda qui s'efface. Tolisso qui va rechercher Openda, intervention d'Ake. Tolisso, Nuama, encore Ake. Tolisso toujours. Tesman, Tolisso qui va s'engager, qui va être servi. Le centre, la tête d'Openda. Et le voilà, le but lyonnais. 40e minute. L'Olympique lyonnais qui climatise le Sarasoglou d'Istanbul avec cette tête d'Openda. Son premier but sous le maillot lyonnais pour son troisième match. 1-0 pour l'OL à Istanbul face au Fenerbahçe.
Donc, il s'est longuement confié sur son premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs après une année de disette du côté de la Juve. Hein. C'est vrai que Luis Openda du côté de la Juve, ça sera vite oubliable. Hein. C'est vrai que ça fait des mois que je n'ai pas marqué. Quand je reçois la balle de Coco, c'est avec mon instinct, je mets la tête et je ne savais pas qu'elle était dedans. C'est quand je me relève que je me rends compte. Reste à faire pencher la balance en faveur des Guns mercredi. Donc voilà, hein, Luis Openda, vraiment très très bonne recrue. Je l'ai dit, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans son jeu, avec ballon, sans ballon, au combat, franchement, il a fait un très bon match contre quand même Milan Skriniar qui l'a chahuté tout le match et Nathan Ake. Eh ben on va voir hein, la petite analyse de l'équipe concernant le joueur. Buteur est déjà influent dans le collectif de l'OL. Openda a tout de la bonne pioche. Intenable, l'attaquant belge prêté par la Juve a ouvert son compteur avec l'OL mardi sur le terrain de Fenerbahçe en barrage aller de la Ligue des Champions. Et il a vraiment tout de la bonne pioche. C'est un article de Romain Lafont et alors je sais pas qui est exactement les initiales JD pour l'équipe. À le voir ferrailler férocement avec Milan Skriniar, insensible au vacarme du Soukrou Saracoglou, multiplier les courses comme s'il était au top de sa forme et réaliser quelques actions de grande classe, on s'est franchement demandé comment cela avait pu si mal se passer à Turin. Prêté cet été par la Juventus où il n'avait joué que 5 minutes entre mars et mai, Luis Openda a montré qu'il avait vraiment tout de la bonne pioche pour l'OL. L'attaquant belge, très déçu d'avoir manqué la dernière Coupe du Monde, avait déjà été bon face au Sparta Prague, au tour précédent même lorsque son équipe avait franchement galéré au match aller. Et Paulo Fonseca n'avait pas hésité à le laisser sur le terrain jusqu'au bout à chaque fois, malgré son manque de rythme. Pardon. Ce mardi, il a encore monté le curseur et couronné le tout pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. On jouait à la 40e minute d'un match relativement ingrat pour lui lorsqu'il a bénéficié d'un centre de Corentin Tolisso après un décalage dans le bon tempo de Tanner Tessman. L'ancien lanceur n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir le score et de faire taire l'enceinte stambouliote. Son premier but en 2026, oui, vous avez bien lu. Il est aussi apporté par son travail défensif. On a ensuite bien cru qu'il allait une nouvelle fois climatiser le stade de quelques minutes après l'égalisation de Mason Greenwood, avec une action à vous couper le souffle littéralement, comme lorsque vous pénétrez pour la première fois à l'intérieur de la majestueuse mosquée bleue. Un dribble extérieur en une touche pour éliminer Artukoglou, une frappe déclenchée en un éclair pour devancer la sortie de N'Golo Kanté, un Ederson battu. Tout était parfait, mais le ballon est malheureusement venu mourir sur le poteau droit du gardien brésilien. Il a eu une dernière opportunité à l'heure de jeu, mais il ne cadra pas et était de toute façon signalé hors jeu. Mais résumer son match à ces quelques occasions serait une erreur tant il a apporté par son travail défensif et sa capacité à enquiquiner la défense adverse, quitte à faire don de son corps comme lorsqu'il s'est mis en travers de Nelson Semedo pour couper un contre-turc sans faire de faute. Bref, le diable a semé de bien belles promesses et rappelé qu'il avait été l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Lors de son unique saison en Ligue 1 en 2022-2023, ça fait des mois que je cours après le fait de marquer. Se satisfait-il au micro de Canal+. Quand je reçois le centre de Coco, je mets la tête d'instinct, mais je ne savais pas que j'avais marqué. Quand je me relève, je vois tout le monde courir, je suis content, je peux faire mieux encore. Mais c'est déjà très bien, comme l'expliquait son passeur du jour. Donc c'est Corentin Tolisso, il s'est tout de suite bien acclimaté dans le groupe, il fait énormément d'efforts sans la balle, il a une mentalité de vainqueur, ce qu'il nous faut dans notre équipe. Son jeu est très pénible pour la défense adverse, je suis très fier qu'il soit à l'OL, j'espère qu'il marquera beaucoup de buts. Ils doivent être beaucoup à l'espérer. Effectivement, alors, qu'est-ce qui est dit dans les commentaires? Peut-être parce que le type de jeu pratiqué lui convenait moins. Le Calcio n'est pas réputé pour son jeu débridé et bon nombre de bons neufs s'y cassent les dents. C'est généralement l'inverse en Bundesliga, d'où des Colomani qui mettent 20 buts et sont revendus à prix d'or ensuite. Ce n'est pas que le championnat allemand est moins bon, au contraire, c'est juste qu'on y joue pour marquer et non pour mettre le bus. Effectivement, l'analyse est bonne entre la comparaison entre le championnat italien et le championnat allemand et évidemment le championnat français où va évoluer Openda cette saison. Donc, pour l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on a fait un bon petit débrief de ce match. À voir le match retour au Groupama Stadium qui aura lieu, ça sera mardi ou mercredi sûrement. Calendrier, voilà, l'Olympique Lyonnais va jouer son premier match de Ligue 1, l'ouverture de la Ligue 1. Ça sera donc le 22, je crois que c'est samedi. Je dis des bêtises? Non, c'est samedi. Samedi 20h45, Toulouse contre l'Olympique Lyonnais. Et après, le 26, pourquoi j'ai pas de calendrier? Je vais l'ouvrir tout de suite, les amis, comme ça, je vous dis exactement les choses. Donc, le 22, c'est bien samedi 20h45, TFC Olympique Lyonnais. Et après, le 26, donc ça sera mercredi pour l'Olympique Lyonnais.
contre le Fenerbahçe au Groupama Stadium pour une place dans cette phase de Ligue. Voilà les amis, de toute façon on aura le temps d'en parler. Alors pas sûr qu'on a le temps d'en parler la semaine prochaine. Je vous mens pas, on va prendre des petites vacances avant le gros début de cette saison 2026-2027, hein, sachant qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc on prépare un peu le terrain pour la semaine prochaine, on sera pas forcément là. Demain aussi, hein, j'ai oublié de vous dire, mais demain, oui, demain on est jeudi, donc il y a la conférence de presse de l'OGC Nice, mais il y a l'entraînement ouvert au public, donc ça sera le matin, donc ça va être légèrement compliqué pour vous faire le live, peut-être dans l'après-midi. En tout cas, je vous tiens au courant, les amis, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ces qualifications à la Ligue des Champions. Voilà, Loïs Openda, on peut fermer. Pour les matchs de ce soir, on a encore une nouvelle fois qualification à la Ligue des Champions avec des matchs contre donc le Celtic Glasgow contre l'ASK. Je ne sais plus exactement, c'est un club autrichien qu'on a aperçu, il me semble, dans d'autres compétitions européennes. On a Beersheva contre Sabah Bakou, donc un club israélien contre un club azerbaïdjanais, Nijmegen contre Bodo Glimt et le Slovan Bratislava contre l'équipe slovène de Celje, l'équipe slovène de Celje. Donc voilà pour les qualifications à la Ligue des Champions. Mais le match qui nous intéresse ce soir, c'est quand même l'entrée en lice dans cette Liga 2026-2027 entre l'Atlético Madrid et Malaga, surtout pour cette équipe de l'Atlético hein, qui s'est pas mal renforcée. Il y a eu des départs, des arrivées dans cette équipe de l'Atlético. Le joueur dont on a le plus parlé lors du mercato estival, eh ben, c'est bien Julian Alvarez, pour l'instant qui est toujours joueur colchoneros, toujours entraîné par Diego Simeone, qui est sur, je sais même plus, je crois qu'il a 11 ans. 11 ans, 10 ans, hein, avec cette équipe de l'Atlético. Pour les compositions probables, hein, donc voilà, juste pour vous dire que c'est l'entrée en lice hein, des Colchoneros contre cette équipe de Malaga qui, il me semble, que je dis pas de bêtises, que je dise pas de bêtises, pas calendrier. Résultat, voilà, qui est en Liga 2 hein, la saison dernière, hein, qui est remonté cette année, l'équipe de Malaga en Liga. Donc, premier gros défi hein, pour cette équipe, pour cette première journée, en tout cas pour leur première journée du championnat espagnol. Au niveau des compos probables, voilà, on voit pas mal de recrues déjà dans cette équipe de l'Atlético. Alors, on nous présente un 3-5-2, je suis pas sûr, hein, le 3-5-2, ça n'a jamais été le truc de Diego Simeone, mais au vu des recrues, ça peut être un système assez intéressant avec toujours Oblak dans les cages. Une défense à 3, alors là, les joueurs, on les connaît, Anko, le Normand, Poubil. En tant que piston, l'arrivée de Alejandro Grimaldo venant du Bayer Leverkusen, qui sera bien titulaire. Hein. Je pense que là, il n'y a pas trop de secret. À droite, Giuliano Simeone, hein, qui est revenu de sa Coupe du Monde avec l'Argentine. Au milieu de terrain, eh ben, on voit la recrue Kanguilny qui pourrait faire ses débuts en Liga, aux côtés du capitaine emblématique Coquet et de Barrios. Et en attaque, pour l'instant, on nous a mis Ademola, Lookman et Ortiz. Alors, est-ce que Julian Alvarez sera bien titulaire? Et Alexander Sorloth aussi, qui est blessé après sa Coupe du Monde 2026. Il y a aussi, c'est vrai qu'il n'est pas présent, mais Cuti Romero, hein, l'ancien défenseur de Tottenham, hein, le défenseur argentin, pour l'instant, qui est sûrement en manque de conditions physiques, potentiellement un peu blessé après sa Coupe du Monde avec l'Argentine, donc il ne devrait pas débuter ce soir. Mais on va faire un point sur l'effectif de l'Atlético parce que je trouve ça assez intéressant. Côté Malaga, bon voilà, des joueurs que je ne connais pas, pas du tout même, hein. On voit Herrero, donc c'est plutôt un 4-2-3-1, donc ils sont entraînés par qui Malaga? Funes, que je ne connais pas non plus. Donc voilà, l'effectif de Malaga, vous le voyez, Herrero, la défense centrale, Recio Galilea, les latéraux, Puga à droite, Salinas à gauche, Merino Rodriguez au milieu de terrain, et l'attaque, Larrubia à droite, Munoz à gauche, Choupé en numéro 9 et derrière l'attaquant Lorenzo, donc des joueurs que je connais pas du tout. Je vais regarder le match ce soir, comme ça me permettra de les connaître et on en reparlera potentiellement demain de cette équipe de l'Atlético. On va aller sur Transfermarkt hein, pour voir leur effectif au complet, parce qu'on parle de Liga, mais potentiellement
Est-ce que ça peut être une équipe poil à gratter pour la Ligue des Champions cette année? L'année dernière, j'ai presque cru hein, à cette équipe de l'Atlético euh, jusqu'au dernier carré parce qu'ils se sont arrêtés. Oh là 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 là, je suis pas bon dans les calculs. Ils se sont arrêtés en demi. Donc ils étaient dans le dernier carré, moi j'y croyais plus. Enfin j'y croyais potentiellement en finale. Hein, ça joue entre eux, le Barça et Arsenal, de ce côté du tableau de la Ligue des Champions. Donc voilà, pourquoi pas. On le rappelle aussi, le départ d'Antoine Griezmann en fin de contrat qui a signé du côté de Orlando City, Clément Langlais qui est parti aussi, Nalouel Molina qui a rejoint, on en parlait tout à l'heure, euh, la Roma. Thiago Almada aussi qui quitte le club, hein, lui qui est plutôt encore assez jeune, hein, 25 ans, mais qui rejoint River Plate. Matteo Ruggieri aussi qui rejoint Aston Villa. Nalouel Molina, Julio Diaz pour le coup je connais pas forcément, qui n'a pas énormément joué. Donc Antoine Griezmann, on le disait. Clément Langlais et Horacio Moldovan. Alors là pour le coup, aucune idée de qui est ce personnage. Au niveau des arrivées, on le voit juste là. Donc, on a Cuchi Romero qui arrive. Morten Hjulmand aussi. C'est vrai qu'au milieu de terrain, je ne l'ai pas vu dans la compo problème, mais Morten Hjulmand, il me semble qu'il est blessé du coup. Euh, euh, qui arrive dans ce milieu de terrain de l'Atlético Madrid. L'ancien joueur du Sporting, hein, capitaine du Sporting, un joueur danois. Kangin Lee aussi qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. Alejandro Grimaldo, je vous l'ai dit. Clément Langlais, bon. Euh, Clément Langlais qui est parti du côté de Benfica, Moldovan qui est parti aussi, et l'arrivée de Arnaud Ortiz qui vient de la réserve hein, de cette équipe de l'Atlético des jeunes, donc voilà, qui peut potentiellement s'imposer en attaque. Donc, si on est sur l'effectif au complet de cette équipe de l'Atlético, donc Yann Oblak dans les cages, Juan Musso aussi qui est sa doublure, Cuti Romero, David Anco, Marc Poubil, Robin Lenormand toujours là, toujours Jiménez, alors Jiménez il a l'air légèrement craqué, pourtant il a seul claqué, même s'il a seulement 31 ans. Donc Alejandro Grimaldo en poste de latéral. Marcos Llorente aussi, qu'on n'a pas vu dans la compro probable, mais qui est toujours là, qui peut jouer hein, latéral droit, milieu de terrain, donc il peut avoir plusieurs postes aussi. Au milieu, on disait Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, s'il n'est pas trop blessé, lui aussi, ça peut être un vrai point positif hein, dans ce milieu de terrain de l'Atlético. Obed Vargas, Coquet, le capitaine emblématique, Kangin, Thomas Lemar qui est revenu de près. Alors est-ce qu'il va rester, pas rester, est-ce qu'il va jouer, pas jouer aussi? C'est une vraie question pour Thomas Lemar. Et après, alors là aussi, on l'a pas vu dans la compo probable, mais Alex Baena qui revient le vainqueur en tant que vainqueur de Coupe du Monde quand même, hein, qui était titulaire sur cette aile gauche de cette équipe d'Espagne, donc Alex Baena, qui vient avec un nouveau statut hein, du côté de l'Atlético. Ademoula Lookman, toujours là, Carlos Martin, Arnaud Ortiz, donc qui vient des jeunes de cette équipe, Giuliano Simeone, Julian Alvarez, pour l'instant toujours au club, et Alexander Sorloth. Donc un effectif très très complet, hein, des profils différents, plusieurs dispositifs qui peuvent être utilisés par Diego Simeone. Donc moi je trouve cette équipe très très intéressante et hâte de la voir dès ce soir. On voit dans les rumeurs aussi potentiellement une arrivée de Jadon Sancho. Bon, à voir s'il arrive à se relancer aussi. Donc ça peut être pas mal. Là je vois du Jack Grealish 24%. Pourquoi pas. Fede Chiesa, bon. Pourquoi pas au final, hein, des joueurs comme ça qui arrivent dans cette équipe de l'Atlético. Et toujours hein, emmené par le staff. Hein. Bon, voilà, j'avoue que hormis Diego Simone, je connais pas forcément beaucoup le staff de cette équipe de l'Atlético Madrid. David Villa qui est un membre du conseil, je savais pas ça. Ok, donc voilà hein, pour l'effectif complet des Colchoneros qu'on aura le plaisir de regarder ce soir. Voilà pour les matchs de ce soir que l'on suivra. Ben voilà, du coup j'avais un article aussi pour parler de cette équipe, hein, peut-être
qu'il y aura d'autres points que j'ai pas soulevés dans l'article de Julie Marchetti pour Flashcore. Julian Alvarez, une refonte et des plans de grandeur, l'Atlético face à de grands défis dès ce mercredi. Alors évidemment, quand tu as une refonte et des plans de grandeur, il faut assumer, hein, il faut aller chercher cette équipe du Barça, cette équipe du Real aussi sur certains matchs, et même au classement de la Liga, sur la Ligue des Champions, aussi faire des vrais statements. Donc voilà, je pense qu'ils ont l'effectif pour faire une grande saison. Ce mercredi marque la rentrée de l'Atlético Madrid en Liga, alors même que les colchoneros n'ont pas terminé leur mercato, ils commencent leur saison face à Malaga, l'occasion de rentrer directement dans le vif du sujet. L'été n'a pas été de tout repos du côté de la capitale espagnole, chez les Rouges et Blancs, tous les projecteurs se sont retrouvés sur Julian Alvarez dès juin, suite à la déclaration de ce dernier suppliant d'être transféré au FC Barcelone. Plus tard, le board de madrilène s'est donné les moyens de se débarrasser de ces indésirable, et recruter à tous les secteurs stratégiques. Désormais, le club a besoin de grandement avancer et penser avec fraîcheur. Une nouvelle saison se profile et elle pourrait s'avérer belle. L'éternelle saga Julian Alvarez. Cela fait 2 mois que cela dure et bien que Gil Martin ainsi que Diego Simeone aient communiqué quant à sa situation. Certains trouvent encore à y redire. Sous contrat avec l'Atlético pour encore 4 ans, l'Argentin n'est pas à vendre et va devoir continuer avec l'équipe sans avoir la capacité de rejoindre ses concurrents directs. Des médias ont pointé du doigt les complications que cela peut engendrer, notamment au sujet de l'état d'esprit de l'avancante. Néanmoins, étant donné son professionnalisme, il se pourrait très bien aussi qu'il continue à bien performer tout au long de la saison. L'an dernier, le joueur a eu un long passage à vide de plusieurs mois et a dû cravacher en fin de saison pour améliorer ses statistiques. 8 buts en Liga, 10 en Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, il devra faire mieux s'il souhaite surtout aller chercher des titres, et ce, peu importe la couleur du maillot qu'il porte. Déclaré inapte à jouer ce mercredi contre Malaga par son entraîneur, il est encore attendu par une bonne partie du public. Nous ne le voyons pas jouer dans ce match, a admis El Cholo. J'espère qu'en ces 4 jours, il sera plus proche de l'endroit où nous voulons qu'il soit. Des recrutements intelligents. Comme dit plus haut, les colchoneros n'y sont pas allés de main morte avec le mercato cette année. Alejandro Grimaldo a été recruté pour combler les lacunes sur le côté gauche, tandis que vraisemblablement Matteo Ruggeri va jouer pour Aston Villa. De l'autre côté du terrain, Nahuel Molina a été vendu à la Roma pour laisser pleinement la place à Marcos Llorente et Marc Poubil. Cuti Romero vient renforcer la défense centrale et Morten Nulman va pouvoir apporter de la stabilité au milieu de terrain. Enfin, la venue de Lee Kang-in est censée faire oublier le départ d'Antoine Griezmann, mais aussi ramener de l'argent dans les caisses du club. Pour la nouvelle saison de l'Atlético. Désormais, l'effectif est prêt à aller de l'avant. De plus, le fait de disposer d'au moins 4 champions du monde n'est pas négligeable cette année. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont tous deux également renforcés. On rappelle, l'ancien joueur de l'Atlético, Rodri, a signé du côté du Barça. Entre-temps, il a quand même gagné une Ligue des Champions et un Ballon d'Or avec Manchester City et une Coupe du Monde avec l'Espagne. Il conviendra de tenir longtemps pour aller jouer la Liga. Nous devons affiner ce que nous pensons fonctionner le mieux afin de tirer le meilleur parti de l'effectif que nous aurons. Nous ne savons pas encore exactement à quoi ressemblera cet effectif car il reste encore du temps dans la période de transfert. Rien ne me surprend, nous sommes préparés à tout ce qui peut arriver, a confié Simeone en conférence de presse ce mardi. Des ambitions importantes, c'est assez simple, à l'instar de tous les ans. L'Atlético espère jouer sur les 3 tableaux, la Liga est un but, la Copa del Rey et la Ligue des Champions aussi. D'ailleurs, étant donné que le Metropolitano accueille la finale 2026-2027, il existe certainement une motivation supplémentaire pour les Rory Blancos. La pré-saison a été mitigée avec 2 défaites face aux 2 Manchester City et United et 2 victoires contre Retafe et l'OM. Le club a démontré qu'il possédait une bonne profondeur de banc, des joueurs prêts à aller au combat et toujours une belle capacité sur les contre-attaques, des atouts qui l'aideront sans doute à commencer correctement face aux promus. Mais l'Atlético va aussi avoir besoin de se mettre dans le bain dès ce mercredi. L'an dernier, les 2 premières journées s'étaient terminées sur des nuls, tandis que la J3 avait vu les colchoneros perdre. Résultat, ils ont fini à la 4e position du championnat, avec 3 points manquants sur le 3e Villarreal. Cette saison aspire à être différente. Seulement sans Griezmann pour créer l'offensive, un nouveau cycle commence. Il conviendra de savoir rapidement s'il sera fructueux ou non. Après, le départ de Julian Alvarez pourrait rapporter un sacré pécule pour les Rory Blancos. Donc, pourquoi pas avoir un autre attaquant d'un même standing débarquer à Madrid.
Voilà, je pense qu'on peut conclure hein, sur cette équipe de l'Atlético. On va aller sur Manchester City et le coup dur hein, pour le début de saison de City et pour Enzo Maresca, sélectionneur de la Turquie, hein, pour ceux qui ont la ref, avec la blessure de Jérémy Doku avant la reprise de la Première Ligue. C'est un article de Alex Roberts pour Flashcore. L'ailier de Manchester City, Jérémy Doku, manquera le coup d'envoi de la saison 2026-2027 de Première Ligue contre Bournemouth ce dimanche 23 août. Le joueur de 24 ans s'était blessé avec Manchester City lors de la défaite 3-0 face à Arsenal en Community Shield de dimanche, a été remplacé par Jack Grealish à la mi-temps. Bien que la gravité exacte de la blessure et la durée de l'indisponibilité ne soient pas encore connues, Newsblade indique que Doku souffre d'une blessure au mollet qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Il semblerait que l'inquiétude grandisse au sein du club quant à la possibilité d'un problème plus profond, conséquence de la participation de Doku à la Coupe du Monde avec la Belgique. Manchester City pourrait également devoir se passer de Savigno qui serait sur le point de quitter le club pour rejoindre Tottenham, selon plusieurs sources. Ce n'est pas la meilleure nouvelle pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca avant son premier match officiel après avoir succédé à Pep Guardiola. Donc voilà, coup dur, hein, l'un des éléments clés de cette équipe de City. Alors évidemment, encore une fois, peut-être que je me répète, hein, mais je ne suis pas le plus grand fan de Jérémy Doku, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il y a tout de même un effectif hein, pour le remplacer lors de ce début de saison pour l'ailier belge. On va parler transfert aussi, Rodrigo Moura qui devrait quitter Porto et rejoindre la Roma pour 25 millions d'euros. Alors Rodrigo Moura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des jeunes pépites du championnat portugais de Porto qui était nommé au Trophée Copa hein, lors de la cérémonie du Ballon d'Or parmi Désiré Doué, Lamine Yamal, qui est-ce que j'oublie, Pedri, il y avait d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, peut-être Barcola aussi qui était présent, donc voilà, il faisait partie de cette liste. Ayoub Boadi était présent dans la liste aussi. Et qui devrait du coup quitter le Porto pour 25 millions d'euros. Donc je trouve ça plutôt honorable, hein, si c'est vraiment un talent en devenir. 25 millions d'euros, c'est plutôt bien vendu. Je pense que certains clubs n'auraient pas hésité à demander beaucoup, beaucoup plus pour ce joueur. Donc je trouve ça plutôt bien vendu de la part de Porto. C'est un article de Rodrigo Coimbra et Matteo Cassia pour Flashcore. Le club Giallorosso a trouvé un accord verbal avec l'emblème portugais pour le recrutement du jeune talent né en 2007. 2007, c'est-à-dire il n'y a même pas 20 ans encore. L'entente prévoit le versement de 25 millions d'euros fixes ainsi que 50% sur une future revente. Ils ont été malins aussi, les Portugais, sur ça, parce que si vraiment il explose, hein, Rodrigo Moura, hein, à mon avis, s'il fait une saison correcte ou quoi, hein, il sera vendu au même prix, voire plus, donc 50% dessus, tu peux même hein, du coup obtenir beaucoup plus que 25 millions en plus de sa revente. Et une clause spécifique permettant à la Roma d'acquérir 100% des droits du joueur. D'accord. La négociation a été longue et complexe, marquée par des avancées, des reculs et surtout de nombreux changements dans la structure de l'opération. Finalement, cependant, la Roma et le FC Porto ont trouvé le point d'équilibre pour Rodrigo Moura. L'accord a été conclu et le transfert du talent portugais vers le club Giallorosso est quasiment finalisé. La négociation a nécessité un travail particulièrement intense. Les parties ont discuté pendant des semaines non seulement de la valorisation du joueur, mais aussi de la structure de l'opération, modifiant à plusieurs reprises la formule pour parvenir à une solution satisfaisant tout le monde. Un affrontement intense qui a duré plusieurs semaines, au cours duquel chaque élément de l'accord a été progressivement défini jusqu'à parvenir à l'entente finale. L'accord prévoit 25 millions d'euros de partie fixe, auquel s'ajoute un pourcentage de 50% sur une future revente. L'entente comprend également une clause spécifique qui permettra à la Roma d'acquérir ultérieurement 100% des droits économiques du joueur. C'est ce qui a été dit précédemment, ils se sont un peu répétés. C'est sur cette formule que les deux clubs ont trouvé l'équilibre définitif, après avoir étudié plusieurs solutions au fil des négociations. Ok. Donc ça a été envoyé par Fabrizio Romano. L'étape décisive a été franchie ces dernières heures. Les documents de l'opération ont été signés par le président du FC Porto, André Villas-Boas, officialisant ainsi l'accord entre les clubs et ouvrant la voie à la conclusion de la transaction. Visite médicale et signature du contrat. À ce moment-là, l'autorisation a également été donnée pour Rodrigo Moura. Le FC Porto a donné son feu vert au jeune Portugais de 19 ans pour qu'il se rende en Italie afin de passer sa visite médicale et finaliser le processus contractuel. La Roma l'attend aujourd'hui, mardi. Dans la capitale, un vol privé est en cours d'organisation pour amener le joueur en Italie, d'accord. Des semaines de négociations à la définition de chaque détail, le transfert touche ainsi à son épilogue. Moura est prêt à quitter Porto et débuter son aventure à la Roma après une opération qui a demandé patience, flexibilité et affrontement constant sur la formule. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, il sera ensuite officiellement un nouveau joueur Giallorosso. Alors,
La saison dernière, hein, c'est 28 matchs, 1 but, une passe décisive pour Rodrigo Mora. Mais voilà, sur la saison 2024-2025, il avait joué 23 matchs, 10 buts et 4 passes décisives. Donc plutôt pas mal, sachant que donc il a même pas 20 ans, il avait seulement 18 ans hein, lors de la saison 24-25. Formé au FC Porto depuis 2016, Rodrigo Mora a très tôt intégré l'équipe B avant de s'imposer. Ensuite dans A. Ah non, ouais, c'est ça, c'était bien Porto A. Hein. Dans l'effectif principal, devenant l'une des principales références à la nouvelle génération issue d'Olival. Le talent du Portugais avait déjà attiré l'attention de plusieurs clubs européens après sa percée précoce dans l'équipe première des Dragons. Alors, on voulait juste aller voir du coup l'effectif de la Roma aussi, hein, qui mise de plus en plus sur les jeunes avec un entraîneur plus âgé. Mais voilà, entre El Ainaoui, Robin Novas, Rodrigo Mora, toujours Paulo Dybala, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On voit Miles Villar toujours là, David Vasquez, Pierluigi Golini, Giorgio De Marzi, Evan Ndika, 26 ans seulement, Koulier Rakis, défenseur central grec de 22 ans, Gilardi, 23 ans, Gianluca Mancini, bon, il a la trentaine, Jan Zilowski, 21 ans, Mario Hermoso, 31 ans, il y a vraiment le gap, hein, ou c'est du 22-23 ou c'est du 30-31, et Ndika, 26 ans. Alors, Filippo Real, Anas Salahdine, 24 ans, le joueur marocain. Wesley, 22 ans. Alors, je ne sais pas s'il est encore blessé ou pas. Nanuel Molina qui vient apporter son expérience. Devin Rensch, 23 ans. Mattia Manini, 20 ans. Et après, on a toujours les vieux briscards. Hein. Brian Cristante. Pour l'instant, Manu Koné n'a toujours pas bougé. Donc, il est toujours un joueur de la Roma. Donc, ça fait un milieu toujours aussi intéressant. Cristante, Koné, El Ainaoui, Pizzili, Mohamed Ba, 19 ans. Rodrigo Mora, du coup, 19 ans. Lorenzo Pellegrini, 30 ans. Donc voilà, il y a très peu de joueurs de plus de 31 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Hein. J'aimerais bien voir la moyenne d'âge aussi. Et en attaque, on a toujours Mathias Soulé, Paulo Dybala. Voilà, Paulo Dybala, c'est le plus vieux joueur de l'effectif avec 32 ans. C'est fou, alors qu'il a toujours cette tête de poupon. Daniel Malen, Santiago Castro, Robin Novas. Donc là aussi 19 ans. Donc voilà, très intéressante cette équipe de la Roma. Hein, à voir ce que ça va donner dans cette Serie A assez concurrentielle. On voit les départs aussi, Bouba Sangaré, Sod Abdelhamid, Arten Dovbik, Eldor Shomurodov, Alessandro Romano, Tcheki Selik, Angelino aussi qui est parti, Marash Kumbula. Franchement, le gap des départs et le gap des arrivées, je trouve ça plutôt pas mal pour cette équipe de la Roma. Alors évidemment, au niveau des dépenses, hein, on est sur un négatif de 100 millions, mais intéressant, du coup, pour cette équipe italienne. On va aller sur l'actu de nos clubs français, de nos joueurs français aussi, après la Roma City, le Barça, l'Atlético, on va parler du Paris Saint-Germain et de Martinez Akiliouche. On en parlait déjà lundi, hein, pour ceux qui se souviennent, après le match du Trophée des Champions entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, hein, remporté par les nordistes. Alors, un jeu différent, de nouvelles exigences et un contexte particulier, le nouveau monde de Martinez Akiliouche au PSG. L'international français Martinez Akiliouche, titulaire en faux neuf pour ses 2 premières apparitions avec le Paris Saint-Germain, est en phase d'apprentissage du football de Luis Enrique. Ceux qui s'adaptent en général grandissent. C'est un article de Vincent Duluc pour l'équipe. Un nouveau joueur du Paris Saint-Germain doit à la fois se libérer et être patient, c'est une injonction contradictoire. C'est cette vie-là que Martinez Akiliouche a choisi et entamé cet été pour sa signature d'un contrat de 5 ans et un transfert de 50 millions d'euros. Puisqu'il avait déjà envisagé de quitter Monaco pour Paris à l'été 2025, il a eu le temps de se faire à l'idée. Et sa décision prise a laissé l'AS Monaco négocier un peu longuement, peut-être. Paris ne voulait pas surpayer, si bien que le club monégasque aura refusé les 4 premières offres avant d'accepter la 5e. Donc on le voit, hein, Paris qui prend son temps hein, pour négocier certains joueurs. Alors Martinez Akiliouche, c'est fait, mais on a déjà 2 joueurs qui ont été refusés du côté du Paris Saint-Germain parce que le transfert paraissait trop cher. Avec le gardien donc désormais de la Juve, il me semble, ou d'Aston Villa, Zion Suzuki, le gardien japonais. Mais aussi, alors j'oublie... C'était qui était dans les rumeurs de transfert et qui s'est pas fait Yann Diomandé, du côté du Paris Saint-Germain, qui a signé du côté du Real. Paris ne souhaitait pas surpayer le joueur. Se faire à cette idée est moins compliqué que de se faire au jeu parisien. À cette exigence et à ce contexte auquel les nouveaux venus ne résistent pas toujours, aucun des 4 joueurs que Paris a recrutés depuis 1 an, Lucas Chevalier, Ilyes Barnier, Renato Marine et Dro Fernandez, ne jouent un rôle majeur aujourd'hui. Marine ayant été prêté au CD Nacional au Portugal. Alors,
Attention, parce que Lucas Chevalier, il devait jouer un rôle majeur dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Dro Fernandez, il arrivait à la mi-saison, donc pour sur une place compliquée. Renato Marini, il a été prêté. Et Ilya Zabarny, pour le coup, il est vraiment en échec parce que il était censé être le renouveau de ce Paris Saint-Germain pour être l'héritier un peu de Marquinhos. Euh, A contrario, les 4 nouveaux qui avaient débarqué à l'été 2024, Joao Neves, William Pacho, Désiré Doué et Matvei Safonov, sans oublier Vicha Kvaratskhelia en janvier, ont su grandir très vite, tous titulaires aujourd'hui. Donc voilà, peut-être qu'il faut 2 ans aux joueurs du Paris Saint-Germain pour, euh, pour décidément s'acclimater. Même si William Pacho, il a été très bon dès le début, Joao Neves aussi, Désiré Doué, il a quand même fallu ce petit temps d'adaptation, hein, 3-4 mois, voire 5, avant d'exploser. Et Matvei Safonov, avant la saison dernière, bon, il n'était pas forcément attendu titulaire du Paris Saint-Germain. Pour savoir la difficulté de ce qui l'attend et entrevoir la possibilité d'une lueur au loin, il suffirait à Akliouche, au fond, de demander à Désiré Doué et Bradley Barcola de lui raconter la vie des attaquants selon Luis Enrique, de ne rien oublier de la longue liste des devoirs, mais de retrancher peu de choses dans celle des droits des joueurs offensifs, avant d'imaginer une courbe de progression comme celle qu'ont suivi ces deux coéquipiers bleus depuis qu'ils ont l'entraîneur espagnol sur le dos. Doué, un concurrent et un exemple à suivre. Arrivé à l'été 2024, Doué a mis 6 mois à devenir un joueur important avec des statistiques soudaines. Alors qu'il avait seulement été 2 fois titulaire lors des 14 premières journées de Ligue 1, il est à la fois le modèle à suivre et le concurrent de l'ancien monégasque, qui était l'une de ses lointaines doublures à la Coupe du Monde, où le jeune international 24 ans, 10 sélections, 1 but, n'est apparu que l'espace de 7 minutes face à l'Irak. Titulaire lors des 2 finales de la semaine écoulée, il a joué une mi-temps face à Aston Villa en Super Coupe d'Europe, sans laisser une trace profonde et une heure dans le trophée des champions à Lens où il a manqué une situation nette et beaucoup bougé mais sans créer de connexion particulière avec le reste de son nouveau monde. Il n'y a rien de surprenant ni d'anormal. S'il s'agissait seulement de remplacer Kang In-lee, la promesse serait incertaine. Le Sud-Coréen n'ayant pas joué une minute dans les 5 derniers matchs de Ligue des Champions, la saison dernière, le club parisien a eu une idée un peu différente pour l'ancien monégasque, alors que Doué pourrait ponctuellement évoluer au milieu, Akliouche devrait jouer sur le côté droit. Sa position la plus naturelle, tout en glissant parfois au milieu, lui-même ou en faux avant-centre, le poste qui lui a été attribué dimanche à Lens et mercredi dernier face à Aston Villa. Pour le coup, avant lui, la plupart des attaquants parisiens de l'effectif sont passés par là ces dernières saisons, de Doué à Lille, puisque Luis Enrique aime voir ses attaquants bouger sans cesse dans une saison comme dans un même match. Mais dans ce rôle ou dans un autre, il lui reste à se libérer et à être patient. Ces deux mouvements seulement contradictoires en apparence. Alors, dans les commentaires, on nous dit on ne peut que louer ce choix de carrière, la confiance aidant, il montrera bientôt pourquoi le PSG a attendu 1 an pour le recruter. Je suis plutôt d'accord. Pour moi, c'est un mouvement très positif pour les deux parties, que ce soit le Paris Saint-Germain et le joueur marnais Akliouche. Là, pour le coup, le transfert n'est toujours pas fait et du côté de Sunderland et du TFC, retournement de situation dans le dossier Métalli. C'est un article de LB, je sais toujours pas le nom de la personne, pour SoFoot. Vice caché, alors que tout semblait en ordre pour que Dayan Metali s'engage en faveur de Sunderland, son transfert est pour le moment suspendu après un souci détecté lors de sa visite médicale avec les Black Cats, rapporte le Parisien. Un problème de dos. Selon le quotidien parisien, le latéral gauche de 20 ans rééchoué à sa visite médicale. Les examens réalisés par Sunderland ont révélé un problème de dos pour le Toulousain. Afin de faire évoluer la nature de sa blessure, l'international français Espoir serait de retour à Toulouse pour effectuer des examens médicaux complémentaires. Si un accord avait été trouvé ce week-end entre le TFC et Sunderland pour un transfert d'environ 30 millions d'euros et un contrat de 5 ans, RMC Sport rapporte que selon le TFC, le problème détecté lors de la visite médicale n'est pas de nature à remettre en cause l'accord conclu entre les deux formations. Le feuilleton n'est pas encore terminé. Alors on s'en rappelle, hein, au début ça bloquait au niveau du prix, hein, on parlait de 33 millions d'euros, le TFC en voulait 35, et là c'est au niveau de la visite médicale, des fois au niveau de la visite médicale, quand ça échoue c'est vraiment pas bon, hein, ça peut être vite annulé. Donc attention pour le transfert de Dayan Metali. Hein. Pour ceux qui étaient présents sur le live de, je crois que c'était vendredi dernier, où on avait parlé, on était allé voir son profil Datascout, les amis. Non, c'est normal quand tu achètes des trucs d'occasion, il faut juste baisser le prix. Metali, ça fait quand même nom de cachet. Roger, t'as pris ta Metali. Gratuit, vraiment gratuit des fois les mecs dans les commentaires.
On est devenu un championnat de formation, 15 matchs et ça part pour 20-30 patates maintenant. C'est creepy as fuck. Ah, les commentaires dans l'article sont plutôt cata. Les médecins n'ont pas su s'accorder sur ce problème de dos. Accorder, dos. Jeu de mots avec la musique. Forcément, quand tu te présentes à une visite médicale entraînant une blessure, ça va marcher beaucoup moins bien. C'est un fan de Metallica. Bref, les voisins sont trop joués ou waouh. Bref, les commentaires sont cataclysmiques dans cet article. Mais en tout cas, on espère que ça ira pour le jeune français quand même, hein, qui est peut-être un joueur d'avenir dans cette équipe de l'équipe de France. Donc, on espère qu'il puisse signer du côté de Sunderland hein, pour passer un nouveau cap. Hein. La Première Ligue, c'est toujours un cap à passer. Et qui puisse s'imposer dans cette équipe. Autre club français, le LOSC signe le retour d'un ancien de la maison, Rio Mavuba, alors qu'il n'est plus joueur évidemment, qui a pris sa retraite il y a quelques années déjà, et désormais fait partie du staff du LOSC. Alors le staff qui est dans les bureaux du LOSC, il signe... Donc c'est un article d'ABS pour SoFoot, hein, on va vous expliquer tout ça, désolé je me suis un peu perdu. Le LOSC retrouve une tête bien connue de ses supporters. Comme attendu ces derniers jours, Rio Mavuba s'est officiellement engagé avec le LOSC. L'international français ne sera logiquement pas joueur à Lille, mais rattaché au poste de manager sportif et de talent manager de l'académie. Alors lui qui vient de quitter Bordeaux, vous le voyez, une expérience compliquée mais victorieuse à Bordeaux. Dans son communiqué, le club nordiste indique plus précisément que Mavuba sera en charge de piloter le développement des jeunes talents lillois. Alors à mon avis, il a dû en voir des jeunes du côté de Bordeaux, hein, vu qu'ils avaient quasiment plus que ça pour faire un effectif, en collaboration avec le staff de l'académie, ainsi qu'en transversalité avec le staff de l'équipe professionnelle, dans le but d'intégrer de plus en plus de talents issus de la formation au sein de l'effectif professionnel. Voilà, hein. Rio Mavuba est de retour. À son départ en 2017, il avait annoncé qu'il reviendrait. C'est aujourd'hui, 9 ans plus tard, que Rio Mavuba, capitaine emblématique du doublé de 2011, retrouve le LOSC au cœur d'un organigramme qui continue de se renforcer pour la formation lilloise. Il occupera les fonctions de manager sportif et talent manager de l'académie, des nouvelles missions et une nouvelle étape dans la carrière de Rio au sein d'un club dont il porte l'ADN et auquel il est resté profondément attaché. Bienvenue chez toi. Voilà, on va le repost, on va liker. Pour rappel, Rio Mavuba coachait les Girondins de Bordeaux de mars à août 2026, une expérience menée dans le contexte terrible que connaît actuellement le club girondin, mais qui n'avait pas empêché à Mavuba de connaître 5 victoires en 7 matchs sur le banc. On notera également un solide passage sur le banc de l'équipe U16 du club qui s'était soldé par 16 victoires en notant 2 matchs. Retour à la formation pour Rio Mavuba. Alors on le rappelle, hein, il quitte Bordeaux. Alors, j'ai pas sélectionné d'actu de Bordeaux, mais pour l'instant, hein, l'appel au niveau du CNOSF pour l'Olympique de Bordeaux, pas du tout, les Girondins de Bordeaux, a été renvoyé en appel, ou je sais plus exactement. Mais en gros, pour l'instant, Bordeaux, la descente aux enfers est toujours d'actualité. Hein. Ils ont été conservés dans les championnats régionaux hein, et non pour une intégration dans le championnat de National 1, précédemment la National 2. Donc voilà, à suivre aussi l'actu des Gigi tout au long de nos lives. On continue sur un ancien joueur de Ligue 1. Alors là, vraiment, on traverse l'Atlantique hein, en partant de Bordeaux vers le Brésil et le Corinthians avec Memphis Depay, lui qui a été ciblé par l'OM. Des discussions aussi avec d'autres clubs. Alors qu'il a été... son contrat a été rompu, enfin n'a pas été prolongé. Au final, il re-signe Memphis Depay jusqu'en 2028. Hein. Donc c'est un article de Alex Xavier pour Flashcore. Le Corinthians a annoncé ce mardi 18 la prolongation de contrat de l'attaquant Memphis Depay. Le nouveau bail du Timao avec le néerlandais court jusqu'au 31 juillet 2028. Beaucoup d'émotions dans ma tête, dans mon corps. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au processus de renouvellement. Bien sûr, le Corinthians est un club immense. Je l'ai vu et tout le monde a vu à quel point il est grand. À quel point nous sommes grands ensemble. Je suis très très heureux. J'ai hâte de reprendre le travail. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre. Je suis vraiment heureux, a déclaré le numéro 10 lors d'un entretien à Corinthians TV. Memphis a rejoint le club en septembre 2024 et depuis, il a disputé 79 matchs, inscrit 20 buts et a été un élément clé lors des 3 derniers trophées remportés par l'équipe. Le Paulistão et la Coupe du Brésil 2025 où il a marqué le but du titre face au Vasco, ainsi que la Supercopa Rei 2026.
En tant que joueur du Corinthians, il est aussi devenu le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la sélection des Pays-Bas avec 55 buts inscrits et 37 passes décisives. Le joueur s'est déjà entraîné au CT Dr Joaquim Grava ce mardi et sera à la disposition de l'entraîneur Fernando Diniz pour le reste de la saison 2026. Renfort pour la Libertadores, Memphis attend la validation du BID pour pouvoir jouer avec le Timao lors de la rencontre face à Rosario Central ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Libertadores. Donc Elie Chegou, il est bien présent, je crois que c'est ça. Il est là. On voit pas, juste une belle bagnole, toute neuve. Dans les coulisses du revirement, la confirmation met fin à une impasse qui durait depuis plusieurs jours. Au départ, Stabil avait publié un communiqué officiel annonçant le retrait de Corinthians des négociations invoquant la préservation financière. Sous la pression des supporters et après avoir déclaré avoir reçu des menaces, le dirigeant est revenu sur sa décision et a rouvert les discussions avec les représentants de Depay. Le club a demandé une réduction d'environ 30 millions de reais sur le montant total du contrat de 2 ans, condition acceptée par le néerlandais. Bien que la décision finale revienne au président lui-même, Stabil a choisi de soumettre le projet au CORI afin de garantir un soutien politique et institutionnel à la signature du nouvel accord. Alors juste pour préciser, hein, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, certaines abréviations. C'est des articles traduits, hein. Alex Xavier, ça doit être un journaliste brésilien ou qui suit l'actu brésilienne, qui a dû l'écrire en portugais et ça a été traduit directement sur Flashcore. Donc il y a certaines choses, par exemple le BID, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça doit être le truc pour homologuer les contrats avec les équipes brésiliennes. 30 millions de reais sur le montant du contrat de 2 ans, donc c'est la monnaie brésilienne, je crois que ça représente... convertisseur monnaie, 30 millions, je crois que tu divises par 7. Donc ça fait 30 millions, donc on est à 7 chiffres. 3... Je suis à 3 millions. 30... Ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis à 30 milliards là? Non, c'est à 30 millions. Ouais, 30 millions, pardon. 2. Alors, de reais. Si je le prononce correctement. Real. Real brésilien, voilà. En euros, ça représente. Juste là, ça représente un contrat de 4 millions. 4 millions pour Memphis Depay. 4 millions à l'année, ça reste toujours plutôt pas mal. Donc voilà pour Memphis qui a re-signé du côté du Corinthians. Et pour finir, notre actu avant de passer à notre petit réact quotidien. Le nouveau sélectionneur du Sénégal est connu et vous le voyez, sa tête est un peu cachée, mais Patrick Vieira est bien le nouveau sélectionneur du Sénégal. Après être passé par New York City, l'OGC Nice, Strasbourg, je crois qu'il a fait Bologne, non, c'est le Genoa qui l'a fait en Italie. Crystal Palace, Patrick Vieira, hein, qui a du mal un peu à lancer sa carrière de coach, hein, qui en tout cas je sais pas qui a du mal à lancer, mais en tout cas, il n'est pas forcément très convaincant après tous ces passages. Eh ben, il est le nouveau sélectionneur du Sénégal. Game Day, voici Patrick. Un peu plus d'un mois après le licenciement de Pape Thiaw, le Sénégal tient officiellement son nouveau sélectionneur. Patrick Vieira, le champion du monde 98, s'est engagé pour 4 ans avec la FSF, une première à la tête d'une sélection pour l'ancien milieu des Bleus, passé sur les bancs de New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et du Genoa. Voilà, je suis plutôt bon. Pour des expériences plutôt manquées dans leur ensemble, ils récupèrent les Lions encore marqués par leur mondial, terminé face à la Belgique, après avoir mené 2-0 jusqu'à la 86e minute. Retour au bercail. Pour Vieira, l'histoire a surtout un joli goût de retour à la maison. Né à Dakar d'un père gabonais et d'une mère capverdienne, il avait quitté le Sénégal pour la France à 8 ans. Avant de devenir champion du monde avec les Bleus 14 ans plus tard, plus de 40 ans après son départ, le voilà de retour avec une mission légèrement plus compliquée que les vacances en famille, remettre les Lions sur leurs pattes. Espérons que la FSF lui paie son salaire à lui. Excellent. Un article d'MJ pour SoFoot. Hein. Pour rappel, hein, la Coupe du Monde du Sénégal a été vraiment assez compliquée. On ne sait toujours pas s'ils sont champions de la CAN aussi, hein, 2020.
6, du coup. Donc voilà, nouveau départ du côté du Sénégal. On avait vu pas mal de choses sortir hein, concernant les personnes de la Fédé sénégalaise. Hein, c'était pas trop, pas très, pas très, pas très bon en tout cas. Ce qui était sorti, hein, je crois que Romain Molina avait fait une vidéo concernant tout ce qui s'est passé avec le Sénégal à la Coupe du Monde. Patrick Vieira, voilà, ça reste quand même un joueur, un grand joueur, hein, un illustre joueur de l'équipe de France, d'Arsenal, de City, de l'Inter aussi. Donc voilà, ça reste un très très grand joueur, Patrick Vieira, qui a du mal à lancer sa carrière de coach, en espérant que ça soit un passage plutôt positif du côté du Sénégal pour l'ancien numéro 6 des Gunners. Euh, numéro 6 et numéro 4, je crois en plus. Hein. Ouais, s'il faut, je dis n'importe quoi. Merde, je suis débile. Numéro 4. Numéro 4, vous le voyez juste là, hein, voilà, je dis pas n'importe quoi. Pour Patoche. Et j'ai une photo, hein, j'ai une photo avec monsieur Patrick Vieira, faudrait que je la retrouve, là, je suis pas chez moi, mais faudrait que je la retrouve. J'ai une photo avec la légende quand même. Voilà les amis, en tout cas pour cette revue de presse pour le match de l'Olympique Lyonnais où on vous avait donné le bon prono, donc n'hésitez pas à écouter les lives hein, pour ceux que ça intéresse. Hein, pour les pronos, même si mon avis aussi, hein, si ça vous intéresse, en tout cas, j'aimerais bien en discuter avec vous. N'hésitez pas dans le chat à venir discuter avec nous pour ceux qui passent, qui regardent ou qui sont des viewers silencieux. N'hésitez pas dans le chat, dans les commentaires, à nous dire tout ce que vous pensez de nos lives. Les amis, ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc voilà, la revue de presse elle est finie. Voilà, exclusivité pour les lives Twitch hein, sur chaque fin de live, sur la dernière demi-heure. On fait un petit react concernant l'actualité football. On prend toujours une vidéo YouTube. Aujourd'hui, on prend un podcast de Calcio et Pepe, eux qui parlent souvent de la Serie A. Enfin, qui parle quasiment que de la CIA, pardon, ou de l'équipe italienne, voilà, qui a fait un podcast sur Massimiliano Allegri, est-il un entraîneur dépassé? Voilà, hein, donc n'hésitez pas aussi, hein, la chaîne à Trick FR. On va s'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Demain, je vous tiens au courant pour le live, hein, en fonction de tout ce qui se passe du côté de l'actualité de l'OGC Nice. Ou sinon, on sera en live potentiellement l'après-midi ou sinon on se retrouvera, ne vous inquiétez pas, vendredi. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, vous la voyez à l'écran pour ceux qui sont toujours en live sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, les réseaux sociaux, X, TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat. En tout cas, merci à tous, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée et à bientôt les amis. Ciao ciao.